Merci beaucoup pour la parole accordée. Ce présent mémoire est défendu par M. Biombe Daniel Raymond et le sujet porte sur l'enseignement de la technologie en 7e et 8e année de l'éducation de base. Et là, il était fort pour nous de constater que depuis l'année scolaire 2018-2019, il y a eu validation et généralisation de la réforme des programmes de technologie au cycle terminal de l'éducation de base. Au courant de la même année, il y a eu formation des enseignants, il y a eu aussi distribution de documents, programmes et guides en application de ce programme-là. Il y a eu aussi distribution de matériel didactique et ces programmes-là, ou bien cette réforme, recommandait l'utilisation de l'approche par situation. Alors, sur base de ça, nos recherches se fondent beaucoup plus sur cette base théorique, dont la théorie des situations telle que développée par Guy Bousseau. Nous avons aussi tenu compte de la théorie des conceptions telle que développée par Laurence Viano. Nous avons aussi tenu compte de la théorie sur la recherche en didactique des sciences, telle que développée par Astolfi. On a aussi tenu compte de la théorie sur les obstacles épistémologiques, telle que développée par Joshua et Jean-Jacques Dupin. Et enfin, nous avons tenu compte sur la théorie sur l'approche par situation, telle que développée par Philippe Jonaetz. Pourquoi cette base théorique? Parce que déjà, comme Guy Bousseau avait parlé sur les situations didactiques, et ces situations-là font recours aux ressources ou aux conceptions des apprenants qui tirent les notions ou les éléments importants à utiliser en classe dans la société. Il y a un temps pour Joshua et Dupin, ces conceptions-là peuvent se présenter comme des obstacles au contexte d'apprentissage des apprenants. Mais alors, dans la théorie sur l'approche par situation telle qu'est développée par Philippe Jonaetz, ces conceptions sont utilisées alors comme des ressources ou bien comme des piliers sur lesquels les savoirs de l'apprenant peuvent se fonder pour développer des compétences. Ainsi, ayant déjà les regards là-dessus, nous avons développé ces schémas ici qui décrit un peu l'interaction de la société, de l'enseignant et de l'élève. Nous voyons que dans ce cas ici, l'enseignant est lié premièrement aux apprenants, mais aussi il est lié aussi à la société. Et il est lié à la société, c'est via ici les documents officiels dont il y a les curriculums, il y a les programmes et les guides en appui au programme. Et il est lié aussi à l'apprenant par un contrat didactique. Alors, la tâche de l'enseignant devient un peu complexe parce qu'il doit chaque fois opérer une transposition didactique dans la salle de classe pour amener les apprenants à développer des compétences et à construire de nouvelles compétences. En notant aussi que les apprenants tirent des ressources et des compétences anciennes dans la société. Alors, ayant déjà cette idée-là, en nous focalisant maintenant sur les résultats de recherche doctorale menés à l'unité d'enseignement et de recherche de la didactique de physique de l'ISP Bukavu et au centre de recherche et de diffusion des sciences de l'Université du Burundi, les résultats de ces recherches doctorales-là proposaient ou bien recommandaient la réforme des programmes. Ces résultats aussi recommandaient la formation continue des enseignants, la conception de matériel didactique et la distribution dans différentes écoles, mais aussi ça recommandait la rédaction de manuels scolaires. Alors, eu égard à tout ça, il y a eu des recherches doctorales qui ont fait des recommandations. Il y a déjà réforme au pays, il y a déjà formation des enseignants, il y a distribution de manuels et guides, voire même de matériel didactique.
Le problème principal de notre recherche alors était de savoir quel est l'état du lieu sur l'application de l'approche par situation dans l'enseignement des technologies au cycle terminal de l'éducation de base dans les écoles de la ville de Bukavu. De manière spécifique, nous avons cherché à répondre d'abord à la question de savoir si la réforme du programme de technologie au cycle terminal de l'éducation de base est-elle inscrite aussi au niveau du curriculum scolaire. On a essayé aussi de chercher à savoir si dans l'enseignement des technologies, l'approche par situation a remplacé la pédagogie par objectif. Nous avons cherché aussi à savoir si les programmes et les manuels du domaine d'apprentissage des sciences sont accessibles et utilisés par les enseignants. Et enfin, est-ce qu'il y a eu renforcement des capacités des enseignants sur l'approche par situation? Ainsi, pour répondre à ces questions-là, nous avons premièrement fait recours à la méthode d'analyse systématique. Ça veut dire que nous étudions notre champ de recherche comme un système. On ne s'est pas beaucoup plus intéressé sur les éléments qui constituent les systèmes pour ne pas vraiment perdre ou bien nous perdre dans les champs de recherche. Nous avons fait recours aux techniques documentaires pour récolter les données dans différents ouvrages, mais aussi nous avons fait recours aux techniques d'analyse de contenu pour essayer un peu d'analyser les différents ouvrages qui étaient à notre disposition. Pour ce qui est des données récoltées via nos enquêtes, nous avons fait recours aux techniques d'échantillonnage non probabiliste par choix raisonné. Pourquoi? Parce que cela nous permet, nous chercheurs, de nous fixer vraiment sur les critères que nous retrouvons au terrain et qui nous sont favorables pour récolter les données. Ainsi, l'univers de recherche était constitué par tous les enseignants des cours de technologie en 7e et 8e année de l'éducation de base, et l'échantillon était constitué par les enseignants pris dans chaque subdivision de l'EPST de la ville de Bukavu. Ainsi alors, au mois d'avril, mai et juin 2022, nous avons commencé d'abord par une pré-enquête auprès d'un échantillon de 5 écoles, ce qui nous a permis d'élaborer le questionnaire d'enquête et d'entrer directement dans l'enquête proprement dite, dans laquelle on a retenu 124 écoles, mais nous avons inventorié 124 écoles, mais on a retenu 64 écoles. Pourquoi? Nombreux se sont éliminés au motif des enseignants qui étaient nouveaux, qui n'étaient pas du domaine, et il y a d'autres, on a distribué les questionnaires, mais quand on est déjà passé à 2 ou 3 reprises, il n'y a pas de réponse, donc il y a manque de collaboration, on a été obligé de les éliminer. Les données que nous avons présentées ont été traitées par les logiciels SPSS. Ainsi, pour ce qui est de l'analyse univariée, nous avons d'abord trouvé que la majorité des enseignants des technologies est constituée par des hommes. Les femmes sont moins représentées. Et là, on peut dire que la raison est que les femmes ne s'intéressent pas souvent aux sciences, ou bien elles ne se retrouvent pas aussi intéressées à faire les sciences. Pour ce qui est de l'institution de formation, nous avons trouvé que la majorité des enseignants qui enseignent technologie dans la ville de Bukavu proviennent des instituts supérieurs. On a aussi trouvé que la majorité des enseignants, soit ici 62,2% des enseignants enquêtés, est licencié, donc ils ont des diplômes de licence. On a aussi trouvé que 36,4% des enseignants enquêtés viennent ici du département de physique-technologie. Pourquoi on s'intéresse sur ça? Parce que pour eux, on suppose qu'il y a déjà l'aspect technologie dans leur département. Et là, on peut dire qu'ils sont qualifiés. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres qui viennent des différentes options de formation. Notamment, il y a ceux qui viennent de l'accueil et tourisme, il y a ceux qui viennent de l'hôtellerie et restauration, et consorts. On a aussi trouvé que nombreux parmi ces enseignants enquêtés, ils ont dit qu'ils utilisent encore l'ancienne approche. Donc, pour eux, ils ne sont pas encore dans l'approche par situation, ni dans l'approche par compétence.
Donc là, c'est vraiment intéressant parce que la majorité des enseignants disent qu'ils n'ont pas encore remplacé la pédagogie par objectif, par l'approche par situation. Ils ont encore dit, nombreux que, à 42%, qu'ils ont déjà remplacé la pédagogie par situation, l'approche par objectif, par l'approche par situation. Ce qui est inquiétant ici, c'est de regarder l'écart entre les deux réponses n'est pas vraiment significatif. Aussi, nos résultats révèlent que les enseignants, la majorité disposent de documents, programmes et guides du domaine d'apprentissage des sciences. Nous avons aussi trouvé qu'ils acceptent, qu'ils disposent d'une documentation en rapport avec ces programmes-là. Est-ce que les enseignants ont participé à la formation sur l'utilisation de l'approche par situation et sur le programme du domaine d'apprentissage des sciences? La majorité a accepté qu'ils ont participé à cette formation. Ainsi, ayant déjà présenté nos données, nous sommes passés au test des hypothèses, et pour tester nos hypothèses-là, nous avons fait recours au test QD, et là, dès qu'on a un jugement à prendre, il nous fallait calculer les coefficients de contingence pour évaluer les degrés d'association de nos variables au sein de notre échantillon. C'est dans ce sens que on a premièrement vérifié si l'application de l'approche par situation dépend de la qualification de l'enseignant. Là, on a trouvé que les QD trouvés était inférieure à la valeur théorique, alors que la probabilité était supérieure au seuil de signification fixé par la théorie. Et là, ça nous a permis alors de conclure, premièrement, d'accepter l'hypothèse nulle. Et quand on accepte l'hypothèse nulle, on a donc conclu que l'approche par situation, l'application de l'approche par situation ne dépend pas de la qualification de l'enseignant. Un autre exemple un cas qui est vraiment frappant. Pour ce cas ici, on a trouvé alors les compteurs qui est supérieur à la valeur théorique 3,81, alors que là on a trouvé 4,008 qui est déjà supérieur. Et on a trouvé la probabilité qui est inférieure. Donc là, on a été obligé d'accepter, de rejeter l'hypothèse nulle. Et ça nous a permis de conclure alors que les régimes de gestion de l'école de prestation de l'enseignant influencent significativement l'application de l'approche par situation. Alors, en appliquant le même principe, on a trouvé que l'ancienneté de l'enseignant influence significativement l'application de l'approche par situation. Les domaines de recherche scolaire de l'enseignant influencent aussi significativement l'application de cette approche. On a trouvé aussi que les autres activités de l'enseignant, à part ses enseignements dans son école de prestation, influencent significativement l'application de l'approche par situation. Alors, en jetant un coup d'œil, en faisant une lecture critique sur les programmes et les guides d'application des programmes du DAS, on a trouvé que la réforme qu'a connue les systèmes ne s'est pas limitée vraiment au niveau des programmes. D'ailleurs, ça a survalorisé la réforme des programmes. Ça s'est étendu même jusqu'au niveau du curriculum. Et cela conduit à l'ouverture d'un grand champ de confusion, de cohérence, voire même d'inadaptation. Alors, ayant déjà cette vue-là, suivant laquelle il y a eu réforme, il y a eu distribution de matériel didactique, des programmes, et voire même de guides, mais les enseignants n'appliquent pas l'approche par situation. On sait déjà que cette non-application est due aux différents facteurs que nous venons de citer. Dans ce travail, nous avons maintenant appliqué une remédiation didactique, et cette remédiation didactique, nous l'avons introduite en nous appuyant sur la base théorique telle que développée par Piren.
Et pourquoi est-ce que nous parlons de la remédiation didactique? Parce que là, nous avons ciblé les enseignants. Dans la remédiation pédagogique, on cible les apprenants, mais nous, ici, nous avons ciblé les enseignants. Et ça a consisté à quoi? Ça a consisté à élaborer une matrice de traitement compétent des situations. Et là, c'est dans quel objectif? C'est de favoriser l'application de l'approche par situation. Ainsi, nous avons enregistré quelques capsules vidéo et les constats ou bien les résultats que nous avons eus d'un premier coup est qu'il y avait un gain du temps. Donc la leçon, comme les enseignants se plaignent, il n'y a pas assez de temps, mais nous on a vu dans 50 minutes, en utilisant les outils de la technologie de l'information et de communication, nous avons quand même terminé la leçon dans les 50 minutes. Nous avons fait recours aussi au matériel didactique semi-concret en utilisant ces mêmes outils. Mais aussi, il y avait accès, ou bien on a déjà accès à la matière n'importe quand et n'importe comment, ce qui contribue directement à l'enseignement à distance. Ainsi, les matrices que nous avons expérimentées en classe comportaient les différentes parties. Dans la tête, on présentait les informations sur l'enseignant, sur l'école de prestation, aussi sur la leçon. Nous avons présenté aussi l'exemple de situation. Après l'exemple de situation, on passait à l'analyse de la situation pour essayer un peu de situer déjà les savoirs essentiels que les apprenants vont utiliser. Aussi, on présentait les matériels didactiques. Oui, semi-concret, il y avait des cas où on avait des concrets, pour que les apprenants arrivent à eux-mêmes à repérer les matériels à utiliser. Nous avons fait aussi la synthèse, qui nous a permis d'élaborer les résumés. Et enfin, on passait à l'évaluation. C'est ainsi que ces quelques images-là illustrent la situation que l'on a vécue en classe. Et là, nous allons présenter notre vidéo ici. Nous n'allons pas vraiment tout visualiser. Nous serons obligés de donner seulement quelques séquences. La fille a cassé le développement, comme on a vu la fois passée. Elle a déjà donné à son père la liste des éléments et des dispositifs que son père pourrait utiliser pour l'installation de sa maison. Mais alors, il y a une autre situation se pose ici. Mais si votre droit père de l'élève a cassé de la 8e année B et le temps, après ça, il passe à l'analyse de la situation. Donc on doit aider à Cassia à installer le point d'électrification. Et l'autre aspect. Oui. On doit l'aider à dessiner le schéma de l'installation. On doit l'aider à dessiner le schéma de l'installation électrique. Voilà. Non, il y a une autre idée. Ouais. On doit l'aider à déterminer l'emplacement de dispositifs. Pourquoi l'emplacement? Selon vous, on peut mettre, pour finir, nous allons réaliser une installation sans. Donc, je vais vous demander de venir. Le chef de groupe sera en fait venir. Alors, comme on n'a plus assez de temps, là, c'était vraiment question de visualiser un peu ce qui s'était passé et en dernier lieu, je serais obligé d'y aller trop vite. Donc là... Il vous reste 1 minute. Essayez d'être synthétique. Oui. Donc, dans les 50 minutes, quand même, on a réussi à présenter la situation, à faire l'analyse de cette situation. Après l'analyse de la situation, les élèves sont passés à l'expérimentation. Et après l'expérimentation, on est passé à l'évaluation. Ainsi, pour rester dans les temps, les logiciels, la vidéo pèse fortement. Il faudrait que
Le logiciel actualise. Le problème est que la vidéo est de plus de 300 mégas. Comme je l'ai ouvert et interrompre, ça doit me prendre quelques minutes pour que je revienne sur la présentation. Qu'a connu les systèmes éducatifs congolais, ne s'est pas limité au niveau des programmes. Elle s'est étendue jusqu'au niveau du curriculum, du système éducatif. Mais aussi, l'approche par situation était introduite au cycle terminal de l'éducation de base, mais elle n'est pas appliquée dans tous les réseaux des écoles de la ville de Bukavu. On a conclu aussi en disant que l'application de cette approche est influencée par l'ancienneté de l'enseignant, par les régimes de gestion de son école de prestation, aussi par son domaine de recherche scolaire et par ses activités autres que l'enseignement dans son école. Aussi, pour les enseignants de la ville de Bukavu, l'approche par situation n'a pas remplacé la pédagogie par objectif. Eu égard à ça, pour un chercheur qui pourrait aller dans le même sens que nous, il peut analyser les programmes du DAS de la première, deuxième, troisième et quatrième des humanités. Il peut aussi faire une étude sur l'application de ce programme-là, ou bien de l'approche par situation, alors dans les mêmes classes. Mais pour nous, ce que nous comptons faire sur base de ça, premièrement, c'est faire l'analyse des programmes et guides de technologie des 7e et 8e années. Nous allons concevoir aussi et appliquer des capsules vidéo. Aussi, nous allons faire une analyse de chronique de ces capsules pour dégager quelques observables. Mais aussi, nous allons enquêter sur l'application de ces capsules auprès des enseignants et des élèves. Ainsi, nous pouvons formuler ces recommandations ici pour terminer en disant que nous recommandons au ministère, aux politiques, voire même aux responsables des institutions, de mettre en place une politique et des outils d'évaluation cohérents des programmes, de guides et des formations continues des enseignants. Nous vous recommandons aussi la rédaction de manuels par des unités de recherche, surtout des unités de recherche sur l'enseignement, pour amener un peu à améliorer. Déjà, un pas a été fourni à l'URDP où on a déjà 8 manuels qui sont déjà rédigés, mais aussi de demander à l'école doctorale des instituts supérieurs de créer un observatoire du curriculum du système d'enseignement congolais, eu égard à tout ce qu'il y a comme réforme actuellement dans notre pays. C'est dans ce sens-là que je vous remercie pour votre compréhension. Nous remercions le candidat Biaombe pour la clarté de son exposé. Nous allons commencer les échanges avec les membres du jury, mais avant toute chose, je dois signaler au public que M. Biaombe a passé une séance de défense privée il y a cela une semaine et demie, ce qui fait que les questions principales qu'on lui avait posées pour améliorer son travail, on ne va plus y revenir, sauf si un lecteur estime que ces remarques n'ont pas été mises en application. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par intervenir en ma qualité de président du jury. Je félicite le candidat Biaombe pour le travail qu'il a réalisé. Je l'avais dit pendant la séance de défense privée, je suis très satisfait de voir que le vaste champ de recherche en didactique des disciplines commence à attirer de plus en plus de
chercheurs. Et le travail appréciable qu'il a fourni pourra aider les enseignants de physique, de technologie dans le secondaire à améliorer leur action éducative, parce que nous savons bien que les anciens enseignants formés par l'ISP n'ont pas été formés dans le cadre de la didactique et des disciplines. Ils ont été formés dans le cadre de la pédagogie appliquée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, cela mérite que certains chercheurs se penchent sur la question de l'approche par situation qui a été instituée par notre ministère de tutelle. Sans plus tarder, je vais poser quand même quelques questions. Parce que j'ai vu qu'il y a des améliorations. Il y a dans le cadre théorique la théorie des situations didactiques de Brousseau qui sert de fondement à l'approche par situation. Donc cette théorie a été insérée dans le cadre théorique, ce qui est une bonne chose pour moi. Les perspectives d'avenir sont un peu lapidaires. Je vais donner sans beaucoup trop de détails, puisque bon, vous avez parlé de, comment dire, de l'analyse du guide et programme éducatif. Mais pour moi, bon, on ne devait pas se limiter à ça, même s'il s'agit de perspectives d'avenir. Il fallait dire que bon, il y aurait une analyse de nature épistémologique et une analyse didactique des guides et contenus d'enseignement. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis ça, et pourtant nous avions bien insisté sur ça. Et la question que je vous pose à propos des séquences vidéo que vous avez présentées dans votre exposé, enfin c'était une seule séquence, avez-vous le sentiment que vous avez vous-même appliqué l'approche par situation pendant la réalisation de ces vidéos, ou il s'agit de l'enseignement traditionnel? Voilà la première question que je vous pose. Là, vraiment, j'avais appliqué l'approche par situation. Mais c'était suivant un modèle que nous avons essayé un peu d'améliorer par rapport à ce qui est prévu dans le... Que dit l'approche par situation à propos de justement de l'analyse de la situation? À propos de l'analyse de la situation, oui. Donc là, dans l'analyse de la situation, l'enseignant cherche à fixer d'abord disons les savoirs essentiels que les apprenants vont utiliser pour traiter de manière compétente la situation, mais aussi, ça permet aussi d'éclaircir la situation après la lecture. Oui. D'après les indications méthodologiques fournies par le législateur, la situation doit être lue d'abord en silence, puis à haute voix par les élèves. Je n'ai pas eu l'impression que c'est ce que vous avez fait. Pour nous, on a contourné cet obstacle. Parce que quand on lit d'abord en silence, et puis qu'il y ait des élèves qui vont lire dans les 50 minutes, alors qu'on avait déjà présenté ça comme problème, on a remédié alors en présentant. Et là, quand la situation est présentée, l'enseignant peut lire, ça lui permet déjà de gagner du temps. Et 5 minutes, c'est le temps imparti, le temps que vous avez consacré à la situation. Oui. Vous pensez vraiment que c'est rationnel? Bon, c'est rationnel selon nous parce que ce n'est pas seulement la situation de la leçon du jour qui compte. L'enseignant revient d'abord sur la situation de la leçon passée pour montrer aux enfants qu'est-ce qu'il y a comme valeur ajoutée dans les traitements qu'ils vont apporter dans la nouvelle leçon. Et vous croyez qu'en 5 minutes, on peut terminer tout ça? Nous, on a expérimenté avec 4 matrices. Bon, on ne peut pas dire qu'on a vraiment respecté les 5, mais en moyenne, c'était 5. C'est un modèle pour nous que nous avons, même les timings, c'est nous qui avons essayé un peu de le fixer. Bon, voilà, c'est l'essentiel des questions que j'avais prévu de poser, étant donné que toutes les questions qui m'intéressaient avaient été posées pendant la défense privée. Donc, je vais passer la parole au secrétaire de mairie.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Comme vient de le souligner, Monsieur le Président, le candidat Biaombe a vraiment tenu compte des remarques qui lui ont été formulées lors de la séance de la soutenance privée. Sauf que je n'ai pas très bien vu la présentation du programme comme on lui avait demandé. Je savais qu'il en a parlé, mais il ne l'a pas présenté, disons, de façon un peu plus explicite. Mais d'une façon générale, les remarques lui formulées à la soutenance privée ont été enregistrées, corrigées, améliorées. C'est une bonne chose. J'ai néanmoins deux petites questions. Si nous allons à la page 28, de la page 28 à la page 31, c'est là que vous présentez l'état de la question. Et vous avez un certain nombre de travaux que vous avez cités là. Ma question, ma crainte est que je n'ai pas très bien vu que dans ces travaux que vous avez présentés ici, il y ait des travaux en rapport avec l'APS, l'approche par situation, alors que c'est la base de votre travail. Pourquoi? Est-ce à dire que la documentation sur cette approche vous a été insuffisante? Vous n'avez pas trouvé assez de documents sur cette approche? Et une question un peu supplémentaire. Que croyez-vous avoir fait en plus dans ce travail, en plus de ce que disent les travaux que vous avez consultés? Voilà un peu les deux sous-questions. Merci beaucoup. Premièrement, je dois dire, déjà dans ce même chapitre, quand nous avons essayé un peu de fixer la base théorique, on a parlé sur certains travaux qui ont parlé sur l'approche par situation. Je peux déjà citer une référence qui apparaît régulièrement, celle de Philippe Jonaët, qui a beaucoup plus travaillé sur la matrice de traitement compétent d'une situation. Localement, ici, ce n'est que, premièrement, l'article ici présenté par Mukamba en 2021, qui essayait un peu d'évaluer, de parler sur la formation des enseignants. Donc c'était comme un rapport sur la formation des enseignants. Mais si je peux répondre sur la question, qu'est-ce qu'il y a de plus que nous apportons dans notre travail? Je pense que dans les derniers paragraphes, à la page 31, on a essayé un peu d'éclaircir. Les auteurs, dans tout ce qu'on a présenté dans cet état de la question, certains ont d'abord présenté les rapports sur la formation des enseignants, mais aussi les recherches doctorales de Lumongue et de Balouza, que l'on peut directement dire qui sont présents. Lumongue est présenté en 2010. L'auteur s'est beaucoup plus focalisé sur les conceptions des enseignants et les obstacles que ces conceptions-là présentent dans l'enseignement-apprentissage. La conception des élèves? Oui, des apprenants, des élèves ou apprenants.
et les obstacles que ces conceptions-là présentent. Alors pour nous, on a d'abord remarqué que ces conceptions-là, dans la logique actuelle du programme du domaine d'apprentissage des sciences, ces conceptions sont utilisées comme des ressources. Donc pour nous, on a essayé un peu d'intégrer ou d'utiliser les notions que nous avons tirées là, et où ces conceptions se présentent comme des ressources. Mais aussi pour le cas de Banouza, lui, il a recommandé la rédaction de manuels, la conception de matériel didactique, la formation continue des enseignants. Dans notre cas, déjà dans l'expérimentation de nos matrices, nous avons conçu les matériels que l'on peut utiliser par exemple pour enseigner une leçon de l'installation d'un circuit électrique simple, mais aussi pour la leçon de dispositif d'une installation électrique. On a aussi intégré l'aspect sur le matériel didactique, mais pour les cas par exemple de vêtements, une leçon de 7e, là on a présenté un aspect de matériel semi-concret, voire même pour les corps de métier. Parce que là, on recommande à l'enseignant de faire une descente sur le terrain, alors que dans 50 minutes, il ne peut pas faire. Nous, dans notre modèle, nous avons présenté des matériels semi-concrets, par exemple pour le corps de métier, où on présente certains métiers via des images, et ça nous permet d'être un peu clair. C'est un peu ça. C'est vrai que dans le dernier paragraphe, vous parlez de ça, mais si je lis un peu une de vos phrases ici, vous dites, dans cette recherche, il est alors question d'établir un état des lieux de l'application de l'approche par situation dans l'enseignement des technologies. Pourtant, c'est ce que je disais, la première remarque, c'est que l'état des lieux que vous avez établi ne fait pas vraiment référence explicitement à l'approche par situation. Oui, ça fait référence à la formation des enseignants. Non, si vous regardez bien, le premier élément que nous avons présenté ici dans notre conclusion, nous avons présenté ici en disant que, je vais revenir ici, ce sera là, pour les enseignants de la ville de Bukavu, l'approche par situation n'a pas remplacé la pédagogie par objectif. Ça, c'est une première conclusion qui est liée à cette approche. Il y a aussi, l'approche par situation était introduite au cycle terminal de l'éducation de base, mais n'est pas appliquée dans tous les réseaux des écoles de la ville de Bukavu. D'ailleurs, ça, c'est une réponse directe à notre problématique, qui était de donner l'état des lieux de l'application de cette approche. Je passe à ma deuxième question. Si vous allez à la page 77 et à la page 78, je prends là deux paramètres que vous avez considérés qui influencent plus ou moins négativement l'application de l'approche par situation. Le premier paramètre à la page 77, c'est le réseau de gestion, le régime de gestion de l'école de prestation. Et le deuxième paramètre à la page 78, c'est les activités de l'enseignant à part ses enseignements. C'est vrai que c'est le résultat de l'application du test que vous avez fait aux hypothèses nulles et autres. Mais moi, je voudrais poser concrètement comment est-ce qu'on peut comprendre ou expliquer cette influence négative de ces deux paramètres sur l'application de l'approche par situation. Si je comprends bien, vous venez de dire que, par exemple, ici à la page 77, que les régimes de gestion influencent négativement l'application de l'approche par situation, voire même les autres activités de l'enseignant. C'est ça.
Mais comment est-ce que ça influence négativement? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Dans les pages qui suivent, on a essayé un peu d'éclaircir, mais je peux les dire en quelques mots. Premièrement, pour ce qui est du régime de gestion, je prends le cas des écoles privées de la ville de Bukavu, où on dit qu'il vaut mieux le départ d'un enseignant que le départ d'un seul élève. Donc il vaut mieux on chasse un enseignant au lieu de chasser un élève. Alors là, vous trouvez, l'enseignant vient, il enseigne, mais il n'y a pas de contrôle. Donc pour lui, s'il n'a même pas préparé, il vient, il prend un cahier, bien ce qu'il a en tête, il vient, il met au tableau, il passe. C'est déjà un aspect. Même les écoles privées sont quand même soumises à l'inspection de... Les écoles privées sont soumises à l'inspection. Bon, peut-être comme on n'a pas interrogé les inspecteurs, nous allons manquer des arguments qui sont liés aux inspecteurs, voire même au préfet des études. Mais quand même, moi aussi, j'ai cette expérience comme enseignant à l'école secondaire. Donc il y a cet aspect-là. Quand les enseignants se sentent qu'ils ne sont pas vraiment contrôlés, ils viennent, il est fait comme il veut et ça passe. Si je peux passer sur l'aspect des autres activités des enseignants, étant enseignant, d'ailleurs, on a senti vraiment que l'approche par situation demande beaucoup plus de temps même dans la préparation des leçons. Vous voyez, même pour préparer les matériels didactiques, comme on n'en a pas, on peut chercher les images et autres choses, les imprimer. Alors, pour l'enseignant qui se trouve par exemple enseignant dans deux autres écoles, pour lui, il n'a pas vraiment du temps pour préparer la leçon, alors qu'il doit préparer par exemple 6 leçons ou 7 leçons par jour. Pour l'enseignant qui est plongé, comme on a dit dans les textes, il est dans le travail, il est plongé dans les histoires de la politique. Pour lui, il vient seulement, il enseigne et il part. Il y a d'autres qui sont même religieux. Bon, il est dans les activités religieuses, ça lui prend tout le temps, il n'a pas assez de temps pour travailler. Il y a même ce qui était frappant, il est travailleur à la Bralima et il doit travailler par exemple dans la vacation nuit. Il quitte la Bralima la nuit pour venir enseigner à l'école secondaire. Ce sont les éléments qui sont liés au facteur temps. Or, le facteur temps de la préparation des leçons, ça joue négativement sur l'application de l'approche par situation. Voilà, Monsieur le Président, j'ai terminé avec... Je vous remercie pour vos échanges avec le candidat. Nous allons passer maintenant la parole aux membres suppléants. Le promoteur interviendra en dernier lieu, comme d'habitude. Voilà. Passons la parole au professeur Manon. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Comme je l'ai dit à la défense privée, la thématique abordée par Yaoundé est intéressante. Et elle m'a beaucoup intéressé parce qu'elle s'inscrit dans la connaissance professionnelle des enseignants. C'est-à-dire ce que l'enseignant devrait connaître pour enseigner. Par exemple, connaître, et c'est le cas ici, la méthodologie. Et la méthodologie d'enseignement. Par rapport aux questions que j'avais posées à la défense privée, je trouve que d'abord, il a bien présenté le travail. Je le félicite beaucoup. Je trouve également, à mon avis, il a bien répondu. Il me reste une seule question, une seule préoccupation. Monsieur Diaoundé, pensez-vous que l'approche par objectif va disparaître un jour au profit des autres approches? Bon, ça veut dire ceci de manière simple. Pensez-vous enseigner la leçon un jour sans objectif? Là, je dois directement dire non. Premièrement, ça ne peut pas disparaître. Parce que même si on est dans l'approche
par compétence de manière générale, mais il y a toujours un objectif à atteindre. Donc même dans l'évaluation doit être objective. Mais aussi, eu égard aux réponses des enseignants, d'un côté, ils disaient, la bonne méthode, c'est celle qui marche. Donc pour nous, c'est inutile de revenir sur ça, alors que celle que l'on utilisait marchait toujours. C'est pourquoi nous continuons à utiliser ça. Donc pour eux, c'est très complexe. Pour nous, ces facteurs que nous avons présentés dans le travail, les temps, une leçon qui dure 50 minutes, vous devez aller au laboratoire avec les apprenants, revenir élaborer les résumés. Ce sont déjà des facteurs qui prédisent que c'est très complexe et compliqué même d'abandonner l'approche. C'est pourquoi, dans nos recherches à venir, je pense que, comme nous nous focalisons sur ça, nous risquerons de proposer même l'approche hybride. Parce qu'il y a des leçons pour lesquelles c'est très compliqué d'utiliser l'approche par situation. Oui, je vous remercie beaucoup. J'avais besoin de cette réponse-là et de cette position-là, de votre position, parce que je sais que vous allez continuer dans les recherches doctorales. La prise de position comme ça, et ça vous permet d'y aller avec force et avec conviction. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur Ban pour ces échanges avec l'étudiant. Nous allons passer directement la parole au deuxième membre suppléant, qui est le professeur Mondekouza. Donc 10 minutes d'interaction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter Bertrand Yaoundé pour l'intégration de remarques que nous avons formulées lors de la soutenance privée. Je trouve vraiment qu'il a tenu compte de tout ce qui était dit et je le remercie pour cela. Néanmoins, j'ai quelques petites questions. Une inquiétude à la page 4, dans le résumé que vous présentez. Voilà ce que vous dites. L'investigation, dans le résumé, je prends une phrase juste au milieu, oui. L'investigation montre que l'APES était introduite, mais non appliquée et non suivie dans l'enseignement des technologies dans tous les réseaux des écoles de la ville de Bukavu. Ça m'inquiète un peu. Introduit, mais non appliqué et non suivi dans tous les réseaux de la ville de Bukavu. Mais je trouve quand même qu'à la page 63, il me semble que c'est bien dit là-bas que ce que vous dites dans le résumé. Ces résultats prouvent qu'un grand nombre d'enseignants de technologie de la ville de Bukavu n'utilisent pas l'APES dans l'enseignement de technologie. Un grand nombre d'enseignants de technologie de la ville de Bukavu n'utilisent pas l'APES dans l'enseignement de la technologie. Vous ne pensez pas que ce que vous dites à la page 63 est plus correct que ce que vous dites dans le résumé qui est plus fort, qui récupère même tous les réseaux, alors que quand on entre à l'intérieur, vous vous attaquez un peu plus dans les réseaux privés et ambigus qui ne semblent pas appliquer l'APES. Appliquer efficacement, c'est une chose, mais appliquer. Oui. Donc, je pense que c'est plus fort ce que vous dites dans le résumé
que ça devait être nuancé par rapport à ce qui me semble être plus correct, qui est dit à la page 63. Vous voyez le paragraphe qui suit, justement, après ce que vous avez lu, où nous disons, il est fort de constater que les enseignants qui disent qu'ils utilisent la méthodologie DAS. DAS, ouais. Alors, si on revenait alors sur la répartition, ou bien, sur la distribution dans l'autre diagramme en secteur, c'est fort de voir que c'est presque 12,10 qui utilisent l'approche par situation, mais aussi, ça c'était pour cette question, on a dit qu'il y avait aussi des questions de remplissage qui nous permettaient aussi de vérifier même ça aussi. Donc si on est vraiment arrivé à donner cette conclusion, c'est en vérifiant même la distribution des réponses des enseignants, la répartition des réponses des enseignants sur ces graphiques, mais aussi en évaluant les réponses des questions de remplissage. Je vous ai compris, mais ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est fort ce qui est dit dans le résumé que ce qui est dit dans le texte? C'est fort, c'est pourquoi on a mis ça pour assumer les résultats que nous avons présentés dans le travail. Je m'en vais à une deuxième question, j'en ai 3. La question a été déjà posée, mais je la repose sous une autre forme. On a trouvé qu'il y a une différence significative entre l'application de l'APES et d'une part, à la page 75, il y a une différence significative entre l'application de l'APES et d'autre part, là où l'hypothèse était restée, l'ancienneté, le régime de gestion, les autres activités de l'enseignant et même la recherche scolaire de l'enseignant. Ça ressort en gras là-bas, à la page 75, là où les hypothèses sont rejetées. Ma question c'est, que faire de ces régimes de gestion? Que faire des anciens enseignants? Que faire de ces enseignants qui doivent se débrouiller après les activités scolaires? Qu'est-ce que vous demandez que nous puissions faire d'eux? Oui, ce que nous pouvons demander, il y a certains aspects, déjà je peux revenir ici dans les recommandations. C'est que faire par rapport à tout ce qu'il y a ici comme contrainte. Oui. Oui. Bon, peut-être là, je ne sais pas vraiment clair, je peux répondre de manière un peu intacte. C'est de dire, comme l'application de l'approche par situation est influencée par exemple par les régimes de gestion, c'est qu'un grand nombre d'écoles commencent à être créées via un objectif, ou bien suivant un objectif financier. Ce n'est pas vraiment pour un objectif éducatif. Donc c'est question d'abord, comme on a demandé là, qu'il y ait quand même une politique d'évaluation, que quand les politiques peuvent évaluer l'application de cette approche, ça permet aussi de dénicher ce genre d'école. C'est bon de les fermer comme on a fait pour, malgré que ce soit aussi appliqué pour les écoles les universités qui ouvraient ou bien qui avaient la faculté de médecine. Pour ce qui est des activités des enseignants, bon, l'aspect salaire, paiement des enseignants intervient chaque jour comme contrainte, presque dans tous les pays. On ne sait pas à quel moment le pays sera en mesure de payer convenablement les enseignants, mais j'ose croire que si on arrivait un jour à payer les enseignants convenablement, nombreux seront obligés de laisser certaines activités. Voire moi-même, comme je suis ici, on est aussi enseignant dans plusieurs écoles pour arriver à survivre. Donc c'est une contrainte dont la solution dépend beaucoup plus des politiques. Donc en attendant, on fait avec? Non, on ne fait pas avec, c'est pourquoi on a présenté dans nos perspectives comment est-ce qu'on peut amener les enseignants à améliorer. Oui.
Alors ma dernière préoccupation, c'est, j'ai vu en annexe beaucoup de tableaux à l'annexe 2 des résultats que tu as obtenus par SPSS. Ma question c'est, à quoi t'ont servi ces tableaux en annexe? À quoi t'ont servi ces résultats SPSS? Et pourquoi alors tu as utilisé le guide? Premièrement, ces résultats présentés ici en annexe, ça nous a servi d'abord de donner ou de présenter nos résultats dans tout ce qu'on a présenté au chapitre 3. Et on les a annexés ici, c'est pour permettre au lecteur, il peut aussi vérifier ce qu'on a obtenu. Et si on a fait recours au test QD, et qu'on ne pouvait pas vraiment nous permettre de confirmer ou bien de décider, de donner une réponse, disons, directe sur nos hypothèses. On ne pouvait vraiment décider qu'à travers les tests statistiques. Alors là, on a été obligé de recourir au guide pour pouvoir décider. Merci, Monsieur le Président. Je finis avec le patron. Voilà. Nous remercions le membre suppléant, le professeur Koudekouza, pour ses échanges avec le candidat. Nous allons à présent passer la parole au promoteur du mémoire, qui est le professeur Lumongue, pour 15 minutes, peut-être un peu moins, parce que c'est lui qui a dirigé le travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne prendrai pas 15 minutes. Je vais parler en deux temps. Bon, l'impétrant, celui qui défend son mémoire, celui qui a l'obligation de répondre aux questions, il a déjà répondu. S'il y a une question qui n'a pas trouvé satisfaction, bon, on trouvera toujours des moyens pour rencontrer telle ou telle autre préoccupation. Je suis satisfait, totalement satisfait, parce que le candidat a rencontré les observations formulées par le membre de jury. Il y en a qui étaient mineurs, il y en a qui étaient majeurs, mais la satisfaction, c'est que les observations ont été intégrées et on est content que les membres de jury soient satisfaits par ce qui a été apporté comme correction. Bon, les coquilles, on a corrigé. C'est vrai que, bon, pour un travail, si nous tous nous réalisons encore ce que nous avions écrit, on peut toujours aller voir qu'on avait oublié un trait sur T quelque part, mais ça n'entache pas la qualité du travail réalisé. Je dois témoigner qu'à l'issue de ce travail, il y a eu une avancée significative dans l'écriture scientifique. Il y a de moins en moins de surcharges dans ce que Daniel écrit. Il a vraiment fait l'effort de ne plus revenir sur les expressions que je n'aimais pas trop. Et nous sommes parvenus à ces résultats. Deuxième aspect, Daniel vient de le dire presque en passant, et c'est sur ça que je vais insister. Le travail sera apprécié par les membres du jury aujourd'hui, mais c'est pour ouvrir la porte pour un grand travail qui nous attend de produire une thèse de doctorat. Alors ça demande privation et détermination. Je vais demander à Biaombe, devant les gens, de prendre des décisions sérieuses. Parce qu'une thèse, c'est une privation. Et je vais aussi le dire aux gens qui vivent comme moi avec Biaombe. Je pense que Yolande doit être dans la salle. Daniel devra commencer un programme de doctorat. Il faut le soutenir. Les autres membres de famille également. Bon, Daniel doit courir partout pour trouver l'argent. Non, cette fois-là, nous allons couper. Parce que notre objectif, c'est le doctorat. Comme le pasteur est aussi dans la salle, s'il manque à une séance à l'église, il faudra le pardonner, monsieur le pasteur, parce que nous avons un objectif. Et
je pense que le jury devra donner son appréciation et moi, en tant qu'encadreur, nous avons pu travailler et je suis vraiment satisfait que nous puissions produire ce mémoire de 2EA et je suis convaincu que ça n'est un parmi les mémoires de 2EA en didactique de discipline à l'ISP de Bukavu. Merci, Monsieur le Président. Voilà, nous remercions le promoteur pour nous avoir fait gagner plus de 10 minutes. Nous allons à présent demander au public de nous laisser délibérer. Mais avant ça, j'avais oublié un petit détail. À la page 118, lorsque vous parlez des perspectives d'avenir, vous avez écrit en tant que, vous voyez le paragraphe numéro 4, étant donné que les résultats de nos recherches montrent que les enseignants de technologie n'appliquent, vous voyez comment vous avez écrit n'applique, qu'est-ce qu'il faut mettre? Oui, voilà. N'applique pas l'approche par situation suite à plusieurs contraintes. En tant que didacticien, nos recherches à venir. Vous avez écrit l'avenir comme le futur, quoi. C'est comme ça qu'on écrit ça. Normalement, il faut mettre à venir, en tout le monde. Ou alors, vous dites simplement nos recherches ultérieures. Et puis, chercherons avec un T. Bon, il faut éviter quand même des erreurs pareilles. Bon, ce n'est que la forme, mais l'essentiel, c'est ce qui est dit. Alors, on va demander au public de sortir pour quelques minutes, le temps de laisser au jury nous allons procéder à la proclamation des résultats et comme le veut le règlement, le public doit se mettre debout, à part les professeurs d'université qui sont présents dans la salle. Procès verbal de proclamation des résultats. Jury du candidat Biaombe Daniel Raymond, département de physique technologie, date de défense du mémoire le 11 mars 2024. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, de procéder à l'examen de l'ensemble des épreuves inscrites au programme du diplôme d'études approfondies en didactique des disciplines, option didactique de la physique, avons, après délibération à huis clos, pris la décision suivante. Le candidat Biaombe Daniel Raymond a réussi avec la mention distinction. Le 11 mars 2024, c'est signé par tous les membres du jury. Nous allons à présent demander aux candidats, donc désormais diplômés en études approfondies, en didactique des disciplines, de passer ici pour recevoir les félicitations du jury. Voilà, nous vous remercions. Et après, ils sont les pouces. Oui, son épouse est là. Si on peut inviter, son épouse aussi. D'abord avec. Je besoin venir après. Oui, oui. Et puis maintenant l'épouse.